processus de dédollarisation irréversible qui intéresse également les pays africains. Nous avons appris il y a cela quelques jours que le Nigeria a enfin fait son entrée dans la bourse russe, lui permettant justement d'échanger en monnaie nationale également de ce côté. Je pense que nous aurons également plus d'informations à ce niveau. Mais vous le releviez, le docteur Ombé le relevait, le docteur Ndoma, le processus de dédollarisation est aujourd'hui irréversible. Doivent-ils insister, même si cela représente un risque aujourd'hui, quand on voit en face les menaces qui sont brandies par l'administration Trump aujourd'hui? On a parlé justement de ces droits de douane, mais j'ose croire que ça ne sera pas la seule mesure qui sera brandie par cette nouvelle administration afin de dissuader les pays des BRICS qui veulent aujourd'hui accélérer ce processus de dédollarisation. Donc, rappelons que la position hégémonique des États-Unis au monde est liée au fait qu'ils ont été vainqueurs des guerres mondiales. C'est pour ça que les accords de Bretton Woods leur ont donné cette position-là, qu'ils maintiennent à tout prix, à tous les prix jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler que le fait que le dollar ait été imposé comme monnaie des transactions internationales, comme monnaie des réserves des États, a fait des États-Unis, de fait, la première puissance mondiale. De fait, vous imaginez qu'aux États-Unis, avec ce que je viens de dire, ils achètent tout ce qu'ils achètent de l'étranger. C'est comme si c'était produit sur place aux États-Unis. Ils n'ont jamais de problème de devise. Pourtant, vous savez que les pays comme le Cameroun, pour acheter quelque chose à l'étranger, il faut avoir les devises. Et très souvent, ce sont des technologies, ce sont des infrastructures, c'est une expertise assez rare, etc., qu'on doit importer. Mais les États-Unis achètent tout comme si c'était eux-mêmes qui l'avaient produit sur place, quel que soit le pays, n'est-ce pas, dans lequel ils l'ont acheté. Ça, c'est ça la dollarisation du monde. Vous avez entendu parler des pétrodollars, donc même les pays qui sont très riches en pétrole et tout ça étaient contraints de vendre leur pétrole en dollars. Alors qu'ils auraient pu dire nous vendons en notre monnaie nationale, ce qui leur donnerait beaucoup d'avantages. Donc, à cette hégémonie vient s'ajouter une injustice. L'injustice, c'est que comme les États-Unis pensent qu'ils peuvent sanctionner tout le monde sans avoir des comptes à rendre. Et il y a environ 2 ans, ils ont touché à la Russie et de manière assez frontale avec l'opération spéciale en Ukraine. Et c'est ce qui a remonté la Russie avec ses partenaires pour dire mais il faut qu'on accélère cette affaire de dédollarisation. Parce que vous ne pouvez pas être une hyperpuissance mondiale et avec une monnaie qui n'est pas puissante. Vous voyez? Donc les deux sont liés. Et je le dis pour répondre à votre question. C'est que la réaction des États-Unis, du président Trump, évidemment, le docteur Ombé l'a dit, montre qu'il y a panique en la demeure. Montre à quel point ce processus de dédollarisation est sérieux et qu'il avance. Parce qu'il y a des indicateurs qui montrent bien qu'il y a un affaissement, n'est-ce pas, de l'utilisation du dollar dans les transactions internationales et même dans les réserves, n'est-ce pas, des différents pays. Il y a des pays qui ont converti une partie de leurs réserves en or, d'autres en bitcoin, etc. Pour réduire, pour fragiliser cette dépendance à un autre État qui, à un moment donné, peut créer des problèmes sérieux aux États dépendants. Donc, il faut continuer. Parce que ce n'est que comme ça que les États qui dépendaient du dollar vont commencer à retrouver progressivement leur souveraineté et pourront donc, à un moment donné, agir en âme et conscience pour le bien de leur peuple, pour le développement de leurs différents pays. Donc, la Russie, et quand on dit la Russie, tout de suite on touche les BRICS+, l'Inde, qui est un grand poumon populaire, 1,3 milliard d'habitants,
L'Inde et la Chine font pratiquement 3 milliards d'habitants. L'Inde et la Chine, aujourd'hui, les indicateurs. Donc, vous voyez que si l'Inde a avancé dans ses transactions commerciales avec la Russie, au point où ils sont arrivés à 90% de transactions qui ne se font plus en dollars. En dollars, oui. Vous imaginez, alors qu'il y a 10 ans, toutes ces transactions se faisaient en dollars. Mais tout ce qui est en train d'être grappillé fragilise le marché du dollar et donc sa puissance également. Et ça va continuer, ça va s'étendre sur d'autres pays. La Chine est très avancée dans la dédollarisation, très très avancée. Et avec son poumon, son poids économique mondial, les dispositions qui ont été prises par la Chine ont affaibli beaucoup le dollar. Donc, nous encourageons cette dynamique et nous espérons... Et l'Afrique alors, Dr Ndouma? Oui. Va-t-elle rester observatrice quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est vrai que nous aurons l'occasion d'évoquer le cas du Centrafrique dans quelques instants avec le professeur Faustin Archange Touadéra qui vient de lancer la nouvelle crypto-monnaie. Et la place de l'Afrique? L'Afrique doit prendre des exemples, certains exemples même en Afrique, mais doit surveiller l'évolution du monde sur le plan mondial. C'est-à-dire que ce que les grandes puissances montrent, c'est la voie en réalité. Et on ne réinvente pas la roue. Donc, les chefs d'État africains qui n'ont pas encore compris où va le monde, parce que tout le monde aujourd'hui est unanime qu'il y a multipolarité géopolitique, mais très peu se rendent compte qu'il y a un nouvel ordre monétaire mondial qui est en train d'être imposé, et le docteur l'a dit, imposé par les BRICS+. Imposé. Alors, il faut aller vers ça. Pour les pays, vous avez cité le Nigeria, mais bravo! Le Nigeria qui se fait coter sur une bourse des échanges en Russie pour valoriser davantage son Naira, etc., qui est d'ailleurs déjà sous forme de e-Naira, une monnaie numérique de banque centrale. Il faut que d'autres pays africains prennent cet exemple-là et ceux qui sont encore dans le CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, sachent que tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est sortir de cette histoire, surtout que les accords sont caducs depuis 2020. Et donc, il n'y a même plus rien qui, juridiquement, lie ces pays-là à la France, même si c'était des accords unilatéraux. On n'a pas demandé à ces différents pays avant de signer, signer ce qu'on a appelé les accords secrets, les 11 accords secrets que vous connaissez bien. Donc, il est temps de sortir de ce carcan-là qui plombe toute tentative de développement pour les différents pays concernés. Et je pense que davantage les économistes, mais surtout ces chefs d'État, l'ont compris. Mais je me demande pourquoi est-ce que certains n'osent pas faire le pas. C'est une question d'audace. On a vu l'exemple de l'AES qui n'est pas directement sorti du franc CFA, mais qui a commencé à poser des actes qui vont dans la préparation, n'est-ce pas, du lancement d'une monnaie qui va leur permettre de pouvoir souffler davantage. D'ailleurs, les indicateurs économiques de ces différents pays sont nettement mieux que les pays qui sont restés dans la CEDEAO, n'est-ce pas, et puis les pays qui sont dans la CEMAC. Donc voilà autant de choses que nous pouvons relever et qui doivent aider les autres pays à pouvoir suivre l'exemple. Merci à vous, Dr Ndouma, Dr Mbelida. Larbaoui, avançons cette fois avec la thématique d'accueil de cette émission de l'International. Nous parlons des futures négociations de paix en Ukraine. On y voit un peu plus clair depuis l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'était bien sûr en milieu de cette semaine. Les deux chefs d'État ont longuement échangé. On parle d'un échange téléphonique de plus d'1 heure de temps. La question que nous posons d'entrée au regard justement du contexte qui prévaut au moment où se tient également une conférence sur la sécurité du côté de Munich est celle de savoir, ont-ils, ces deux chefs d'État, Linda Larbaoui, posé les bases d'une paix définitive? On rappelle que Donald Trump a préalablement échangé avec Vladimir Poutine avant d'échanger avec son homologue russe Volodymyr Zelensky. C'est la panique totale du côté de l'Europe qui ne conçoit toujours pas le fait qu'elle pourrait être exclue dans ces négociations de paix, Linda. Alors, est-ce un pas de plus
vers ces négociations tant souhaitées depuis février 2022? Écoutez, l'Europe est déjà exclue depuis l'élection, même avant l'élection de Trump, il était question de Yalta 2. J'en ai parlé même chez vous, je n'ai pas cité le mot, oui. Mais il était question déjà d'aller vers des accords entre la Russie, la Fédération de Russie et puis les États-Unis pour se rediviser les rôles dans le monde. Et par contre, contrairement à Yalta, là, les États-Unis ont exclu le Royaume-Uni. Il est complètement exclu. Déjà, le Royaume-Uni est affaibli par sa sortie de l'Union européenne. Donc, ça cause vraiment un problème pour eux. Ils sont dans une très, très grave crise. Et vu la conjoncture et la dédollarisation, vous en parliez maintenant, et la crise économique après Corona, la guerre de Gaza et tout ce que les Américains ont perdu, ils ont même perdu leur place au Moyen-Orient et en mer Rouge. Donc les États-Unis essayent de négocier avec les Russes pour se redistribuer les rôles. Et c'est la Russie qui est en position forte maintenant, puisqu'il y a 80% de la population mondiale qui n'a pas voulu sanctionner et qui n'a pas sanctionné la Russie. Il n'y a que l'Europe qui a sanctionné. Le grand perdant dans ces négociations, c'est l'Europe. C'est vraiment l'Europe. Donc, ils ont été entraînés dans cette guerre, ils n'ont pas su stopper, les Russes les avaient prévenus et ça n'a rien donné du tout. Il faut quand même rappeler que la place de la France aux Nations Unies et puis la place de la France au niveau international, c'était l'Union soviétique et c'était Staline qui lui avait donné. Et la France s'est retournée carrément contre l'Union soviétique dans l'opération Safari 2. Ils l'ont la Safari Club, pardon, ils l'ont exclu de l'Afrique et ils ont participé à sa chute. Ça, Poutine ne l'a jamais oublié. Il a rappelé tous ceux qui se sont acharnés sur l'Union soviétique plusieurs fois. Et donc, après ça, les Français ont continué à combattre les Russes jusqu'à Macron qui voulait envoyer une force en Ukraine. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc aujourd'hui, les États-Unis qui sont en chute, ils sont dans une véritable chute par rapport à tout. Ils dominent le monde par rapport à leurs porte-avions. Aujourd'hui, nous voyons que leurs porte-avions ne servent plus à rien avec les missiles balistiques. Il y a aussi l'histoire de la mer Rouge. Ils ont un grand ennemi qui est les Houthis. Les Houthis se défendent pour libérer la Bab el-Mandeb. Ils ont aussi les Libanais, les Syriens, même les Turcs, au niveau de la mer Méditerranée côté Est. Donc ça les a vraiment affaiblis. Il y a l'histoire de la dédollarisation. Il y a l'histoire aussi des États-Unis qui à chaque fois ont provoqué combien de coups d'État et combien de déstabilisations, les printemps arabes, les révolutions de couleur. Tout ça, pèse très très lourd. Et donc, les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent plus continuer à être le gendarme du monde et puis à être aussi, à pratiquer une politique de voyous. C'est du vol à main armée, ce qu'ils ont fait ces dernières années, depuis qu'ils se sont retrouvés à gérer le monde. Mais il y a aussi la Chine qui a été sanctionnée, l'Iran qui a été sanctionné. Tout ça, ce sont des puissances. La Turquie, les États-Unis ont empêché, ils ont sanctionné la Turquie au niveau des médicaments depuis 2 ans, parce que les Turcs ne voulaient pas ouvrir le Bosphore et le Dardanelle pour leurs bateaux, pour qu'ils aillent en mer Noire. Ça pèse très très lourd tout ça les concernant. Donc, depuis l'élection de Trump, on ne parle plus géopolitique, maintenant on parle de géoéconomique puisqu'il veut relancer l'économie des États-Unis, mais il ne peut pas relancer l'économie des États-Unis tout seul. Il veut relancer l'économie des États-Unis en négociant avec la Russie, en attirant la Russie vers lui pour que la Russie se détache de la Chine. Voilà l'objectif de Trump. Il l'a dit, s'en est pas caché, hein. Il a dit dans les années 70, nous avons régné parce que nous avons détaché la Chine de l'Union soviétique et aujourd'hui, il faut arriver à détacher la Russie de la Chine. C'est ça qui fait la puissance d'un nouveau monde qui est en train de naître. C'est cette fusion, ces 2 États et donc les BRICS également.
Et puis, dans toute cette histoire, les États-Unis, ils voulaient s'approprier le Canada, le Groenland, donc ils voulaient revoir la carte géographique, mais sanctionner encore une fois le Royaume-Uni. Ils sont actuellement, ils sont en train de faire la guerre au Royaume-Uni à Gibraltar pour se charger carrément de l'entrée de la Méditerranée et être les seuls maîtres à l'entrée de la Méditerranée. Et, il n'est pas question que le Canada et Groenland, le Gibraltar aussi est concerné. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il veut céder Trump à Poutine? Il veut lui céder les parties que la Russie s'est appropriées, même voire davantage. C'est Poutine qui refuse de reprendre toute l'Ukraine. Ça lui a été proposé. Donc il y a des éléments en Ukraine que la Russie ne veut plus, ceux qui ont toujours déstabilisé les bandéristes et puis tous ces Ukrainiens qui sont pro-Occident. Donc Poutine n'en veut pas. Il est vraiment en position de force actuellement. C'est plutôt les États-Unis qui essayent de retrouver une place, mais je crois que Poutine va jouer ses cartes et puis il va pas leur donner ce qu'il faut, puisque les États-Unis, une fois qu'ils seront forts, encore une fois, eh ben, ils repratiqueront la même politique, ils ne s'arrêteront pas. Donc c'est l'occasion pour la Russie de dire son dernier mot. Et je pense que oui, Trump va aller en Russie pour essayer de négocier et convaincre. Mais c'est Poutine qui dira son dernier mot. Est-ce qu'il va accepter de rejouer Yalta? Je ne pense pas, parce que l'opération Safari Club, c'était piloté par Kissinger, donc par les États-Unis. Et Poutine lui-même a parlé de tout le désastre, de la guerre contre l'orthodoxie, la guerre contre la Russie pour balkaniser. Donc je ne pense pas que Poutine va jouer cette carte-là et il ne va pas donner aux États-Unis ce qu'ils cherchent. Alors, Volodymyr Zelensky est-il finalement le grand perdant de cette équation qui se dessine aujourd'hui, Linda? Zelensky? Est-ce que Zelensky est le grand perdant? Oui. Eh ben, Zelensky n'a rien perdu du tout. Il n'a rien joué du tout, Zelensky. Il a gagné beaucoup d'argent, lui et sa femme. Ils ont une SCI, donc une société immobilière très importante, entre Genève et Londres. Ils ont pris beaucoup d'argent. Zelensky a toujours été l'élément, on va dire, le pantin des États-Unis. Donc, lui, il n'a rien perdu. C'est l'Ukraine qui est perdante. Mais l'Ukraine, dans sa politique, dans son idéologie bandériste, elle ne pouvait pas aller vers autre chose. La guerre de l'Ukraine n'a pas commencé le 24 février de 2022. Elle a commencé bien avant, dans les années 90, qu'elle a commencé cette guerre. Et même au-delà, parce que l'Ukraine n'existait pas. L'Ukraine a été fabriquée à partir de Lénine, qui lui a décidé que c'était une république à part. Et après ça, il y a Khrouchtchev qui l'aura annexé aussi Khrouchtchev, qui était aussi ukrainien, il a annexé à l'Ukraine ah là là, j'ai oublié la petite île là pourquoi ils se battent, que Poutine a récupéré en 2014, la Crimée, pardon. Donc Zelensky n'a rien perdu. Zelensky a essayé de réaliser un agenda occidental à ne pas aller vers Minsk 1 et Minsk 2. C'est ce qui s'est passé. Et quand Poutine a vu qu'on allait l'attaquer, donc il a donné l'ordre que ce soit la Russie qui attaque d'abord, parce que celui qui attaque a gagné. Donc, c'était trop tard pour l'Occident. C'est plutôt l'Europe qui perd. La France avait des gros intérêts là-bas. Et en 2016, 2015-2016, il y a eu Hollande qui est parti par rapport à beaucoup d'intérêts que la France avait, notamment l'uranium en Ukraine. Et tout ça, l'Europe l'a perdu aujourd'hui, elle a même perdu le gaz russe. Donc, le grand perdant, c'est l'Europe. Zelensky a gagné beaucoup d'argent. Les États-Unis, eux, ont perdu leur position, mais ce n'est pas par rapport à cette guerre, c'est plus par rapport à toutes les guerres qu'ils ont provoquées dans le monde, par rapport au dollar qui leur sert également d'arme.
Donc, le grand perdant, c'est pas Zelensky, hein, il est à l'abri du besoin aujourd'hui. Alors, Linda, peut-être pour sortir, que répondre à ceux qui estiment, en l'occurrence le président Emmanuel Macron, qui estime aujourd'hui qu'une paix en Ukraine serait synonyme d'une capitulation de l'Ukraine? Le président français s'est donc opposé à cette paix qui se décide en Ukraine sous prétexte de méfiance vis-à-vis justement de la position russe. Selon Emmanuel Macron, la résolution du conflit ukrainien équivaut à une capitulation de Kiev. Ça, c'est des mots qu'on utilise dans la diplomatie, qu'on utilise aussi pour essayer de s'affirmer. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 3 jours, les États-Unis ont donné la facture aux Ukrainiens, c'est 500 milliards de dollars. Les États-Unis vont commencer par se payer et puis on verra, les Européens, on verra après. Il ne faut pas oublier aussi que la France a donné la moitié de ses armes aux Ukrainiens. Donc aujourd'hui, que propose Trump? Il propose justement aux Européens de s'endetter encore davantage puisqu'ils ont donné tout leur stock et Trump leur propose d'acheter des armes américaines. Et pour refaire l'OTAN et que l'OTAN redevienne une puissance comme avant cette guerre en Palestine, à Gaza et cette guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine je vais employer un mot, mais elle a liquidé tous les stocks des pays européens, à commencer par les armes soviétiques, des pays de l'Europe de l'Est, et puis après ça, le reste de l'Europe, les vieilles armes, les nouvelles armes. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus les moyens de se défendre. L'armée française elle-même a dit on peut tenir 8 jours s'il y a une guerre qui éclate. Donc, que voulez-vous que Macron dise dans tout ça? Il y a un autre pays qui s'en sort très bien, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle sort de toutes les sanctions qu'il y avait contre elle après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec ce qui s'est passé en Ukraine, les Allemands maintenant sont en train de former une armée. Et la crainte de Macron, c'est que les Allemands avancent, reforment une armée et puis la France, elle perd son hégémonie au niveau de l'Union européenne. Il y a toujours eu un ballottage entre les Allemands et les Français, mais aujourd'hui, les Allemands, ils sont en train de se reconstruire au niveau armement et armée, et la France est en train de perdre. Donc Macron, il ne peut que parler, il ne peut pas agir dans l'immédiat. C'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens. D'autant plus que Macron a perdu également l'Afrique, hein. La poule aux œufs d'or, il l'a perdu. La France est en recul, tout comme les États-Unis. Je crois que le plus grand perdant dans cette histoire-là, c'est les Anglais et les Français.